Bonjour tout le monde, on va démarrer en douceur pendant que les derniers arrivent. Enchantée, moi c'est Lorraine, je suis responsable adjointe du programme Solidatech et aujourd'hui je suis dans la compagnie de Cyrielle de chez Lysio. Bonjour Cyrielle. Bonjour, bonjour à tous. Je vais rapidement passer la parole à Cyrielle. Je la garde juste quelques minutes pour vous dire comment est-ce qu'on va fonctionner aujourd'hui et puis vous présenter brièvement Solidatech. Donc, pour ceux qui n'ont encore jamais suivi de webinaire avec nous, sachez que la session, elle est enregistrée et qu'on mettra la rediffusion à votre disposition, ainsi que le support de présentation de Cyrielle dans notre centre de ressources. Et si jamais vous ne saviez pas trouver notre centre de ressources, on vous enverra en plus le raccourci par email pour que vous ayez voilà, tout ça à disposition et que vous puissiez reprendre le contenu au calme. Cela étant dit, comment est-ce qu'on va fonctionner aujourd'hui sur Zoom? Vous pouvez continuer de faire comme vous êtes déjà nombreux à l'avoir fait, comme Bérangère, Anne, Isabelle et compagnie, à nous dire bonjour par le chat. Vous pourrez aussi en cours de webinaire échanger entre vous vos remarques, retours d'expérience, etc. Typiquement, le chat, c'est un peu comme discuter avec vos voisins de droite et de gauche à une conférence. Et par contre, si vous souhaitez poser une question à Cyrielle, qu'on reprendra sur la dernière partie du webinaire, là, je vais vous demander de bien passer, s'il vous plaît, par la fonctionnalité Q et R pour questions et réponses qui se situe en bas de votre écran. Voilà, ça sera beaucoup plus simple en termes de modération. Sachez qu'on n'utilisera pas particulièrement la fonctionnalité de lever la main parce qu'on est relativement nombreux aujourd'hui. C'est une bonne nouvelle, mais voilà, du coup, on va essayer d'être les uns et les autres disciplinés. Je partage mon écran pour quelques slides de présentation de Solidatech. Solidatech qui est donc un programme de solidarité numérique dont le but, c'est d'aider les associations à renforcer leur impact grâce au numérique. On a été créé en 2008 au sein d'une coopérative du mouvement Emmaüs qui s'appelle les Ateliers du Bocage, qui est une coopérative d'insertion dans les Deux-Sèvres et dont le métier, un des métiers principaux, c'est de collecter et de réemployer du matériel informatique et des smartphones. Nos bénéficiaires qui peuvent s'inscrire gratuitement au programme, c'est avant tout des associations loi 1901, mais on retrouve aussi quelques autres statuts, dont les fondations RUP et les fonds de dotation, et ce, quel que soit le secteur d'activité, la taille de la structure, etc. Alors concrètement, comment est-ce qu'on aide les associations dans le secteur du numérique? Surtout par trois actions. Le premier, c'est de faciliter votre accès au numérique, donc vraiment en termes d'équipement, de vous proposer des logiciels d'habitude grand public, voilà, à tarif préférentiel pour les associations. C'est aussi de vous proposer, en cohérence avec notre activité des ateliers du bocage, du matériel informatique à moindre coût. Et puis, on vous aide également dans le développement de vos usages du numérique. Vous aurez un petit aperçu de ce que j'entends par là derrière. Enfin, on coproduit, on diffuse des savoirs sur la transition numérique des associations en prenant part, par exemple, à des projets européens ou en mettant en place des études à échelle nationale. Un aperçu sur lequel je ne m'attarderai pas, mais des logiciels et solutions en ligne que vous pouvez trouver dans notre catalogue à tarif réduit. Donc aussi bien des marques internationales que françaises, aussi bien des outils de création graphique que comptable ou antivirus, etc. Je vous laisserai aller voir si vous avez possibilité de faire des économies par ce biais. Le matériel informatique, je vous en parlais, donc c'est surtout du matériel reconditionné, mais on a aussi du matériel neuf avec nos partenariats Cisco et Dell. Et voilà, c'était ce que j'entendais par la partie accompagnement aux usages du numérique, un aperçu un petit peu plus complet sur ce slide, avec le détail des ressources qu'on met à votre disposition gratuitement et en toute autonomie sur la gauche, donc avec notre blog qu'on appelle Centre de ressources. C'est là, pour ceux qui sont arrivés en cours de route, pour info, que vous retrouverez notamment la rediffusion de ce webinaire et le support de présentation de Cyrielle. On vous le mettra à cet endroit-là et on vous enverra également le lien par email. Et puis voilà, newsletter, autodiagnostic numérique, une plateforme qui recense plein de prestataires numériques, des webinaires chaque mois comme celui-ci. Et par ailleurs, pour ceux qui souhaitent aller plus loin, on est notamment organisme de formation certifié Calliope
Et on propose des formations aussi bien de sensibilisation aux enjeux du numérique que des formations outils. Et puis, dernier slide pour ma part, peut-être pour souligner seulement un chiffre parmi ceux-ci, c'est de vous dire que depuis la création du programme en 2018, il y a plus de 42 000 associations qui ont pu s'inscrire gratuitement au programme et bénéficier de notre accompagnement en matière de numérique. Voilà pour ma partie. Je vais passer la main à Cyrielle pour le cœur du sujet du jour sur le numérique responsable. À toi de jouer, Cyrielle. Merci beaucoup. Merci, bienvenue à tous. Et écoutez, on va passer les 45 prochaines minutes à parler du numérique responsable, ou en tout cas d'un usage plus responsable pour aller vers un numérique responsable. Écoutez, quelques mots sur moi. Donc, je suis Cyrielle Lelorin, je suis référente numérique responsable et associée chez Lizio. Et on a aujourd'hui, nous, pour objectif et mission d'accompagner les structures vers un web plus engagé, plus responsable, sobre et inclusif, avec des solutions digitales que nous développons chez nous. Je vous en reparlerai plus ou moins durant le sujet, puisque c'est forcément notre cœur de métier. Rapidement, pour rentrer là aussi dans le vif du sujet, comment ça va se dérouler? On va parler un peu chiffres et définition du numérique responsable, et pour ça, on va jouer un peu. C'est toujours sympa de le faire de façon ludique. Et puis après, on rentrera dans le détail des impacts du numérique, les enjeux qui lui incombent, et puis les bonnes pratiques que vous pourrez mettre dès demain matin ou même dès ce soir en route dans vos différentes associations et structures. Donc, on a préparé un petit quiz sur la sensibilisation au numérique responsable, quelques questions pour remettre le numérique au cœur. Et donc, du coup, on va vous poser la question. Donc, c'est un QCM. Vous allez pouvoir choisir une des réponses. Et puis, ensuite, je vous donnerai quelques éléments sur la thématique pour avancer pour positionner finalement le numérique actuellement. Donc, première question, en France, quelle est la part de personnes rencontrant au moins un frein matériel dans l'usage du numérique? Est-ce que vous pensez que c'est plutôt 10%, 21% ou 72 ou 35? Je vais y arriver, pardon. N'hésitez pas à vous donner quelques réponses. Laisse quelques secondes, vraiment, l'objectif, c'est la sensibilisation. Est-ce que tu vois quelques réponses? Oui, je vous partage Oui. les résultats. D'accord, super. On n'a pas la bonne réponse. Ah, et vous êtes La bonne éliminé. réponse, enfin, il y en a Merci. qui 11 qui ont voté pour la bonne réponse. Effectivement, c'est 21%. Près d'une personne sur cinq a un frein matériel dans l'utilisation du numérique. On a les personnes qui sont équipées de matériel trop vieux pour pouvoir vraiment simplement faire les recherches et utiliser le matériel. Cette personnes qui ne sont pas du tout équipées pour différentes raisons, et puis d'autres 8% qui n'ont pas d'assez bonne connexion pour avoir accès à l'information. Donc, c'est des chiffres qui évoluent, mais qui finalement ne baissent pas forcément de façon drastique, malgré les évolutions qui peuvent arriver. Et on sait qu'il y a de nombreuses associations qui travaillent dans le numérique pour accompagner justement à avoir un matériel plus récent. Et le disait tout à l'heure, Lorraine le disait, avec entre autres les ateliers du bocage qui permettent de faire du recyclage et de mieux pouvoir permettre à chacun de pouvoir s'équiper. Donc voilà, c'est encore une personne sur cinq aujourd'hui qui ont au moins un frein matériel. Et dans le numérique responsable, c'est vraiment un point important à prendre en compte. Deuxième question, aujourd'hui, combien d'équipements un Français possède en moyenne? Donc par équipement, on peut entendre les smartphones, les tablettes, les ordinateurs ou tout objet connecté. Alors aujourd'hui, beaucoup de choses peuvent être connectées. Je ne vais pas tous les citer, ça vous donnerait trop d'idées. Trop d'indices. Mais on peut imaginer les écouteurs en Bluetooth, on peut imaginer une imprimante, on peut imaginer que peut-on avoir de plus un frigo,
une télé. Bon, j'arrête. Et alors, la réponse qui a été donnée majoritairement, c'est 8. Et ça, c'est la moyenne mondiale. La moyenne en France, c'est 15. C'est C'est énorme. On énorme. est, on est le pays le plus, on est quasiment le plus suréquipé en moyenne. Voilà, que la moyenne effectivement mondiale est à 8. Vous l'avez très bien répertorié. Mais en France, on est plutôt à 15, effectivement, avec tout ce que je commençais à vous citer. Je sais pas, j'ai oublié les aspirateurs, j'ai oublié de nombreux matériels qui sont maintenant connectés et qui sont de plus en plus connectés. Et effectivement, on apprécie cette connexion en France, même si au niveau de son impact, c'est pas forcément parfait. Mais voilà, donc c'est aujourd'hui à prendre en compte. On est suréquipé en France, donc il y a des choix à faire pour pouvoir aller vers cette sobriété et un impact un peu meilleur sur le sujet. Je vois que la sensibilisation est faite sur la partie, sur le chiffre moyen mondial avec le 8 qui était tout à fait juste. Pour fabriquer un smartphone, combien faut-il, à votre avis, de matières premières? 50 kilos, 7 kilos, 200 kilos, 1000 kilos. Et là, on parle d'un smartphone d'environ 5 pouces et demi, le smartphone un peu standard. Euh, et on parle bien de la matière première à extraire pour fabriquer un smartphone. Donc là, il y a deux réponses qui se distinguent. Alors, 50 kilos ou 200 kilos, pour ce qui ressort le plus. Et c'est en fait effectivement 200 kilos de matière première pour un seul smartphone. Donc, on a un smartphone qui fait quelques centaines de grammes. Et pour ça, il nous faut extraire plus de 200 kilos de matière première. Je ne compte pas les litres d'eau, puisque ça se compte en milliers de litres d'eau. Et en plus, c'est 70 matériaux différents qui sont dans notre smartphone. Donc, ça veut dire forcément des mines à de nombreux endroits. Et on rentrera dans le détail des impacts sociaux autour de l'extraction de ces produits. Mais donc, et forcément aussi un gros problème sur la partie recyclage, puisque 70 matériaux dans un seul petit smartphone, pour pouvoir faire le tri et recycler, c'est assez difficile, forcément. Petite question sur la partie web. À votre avis, en moyenne, combien de grammes génère une page web lorsqu'on la consulte? Donc, quand on va sur un site internet, qu'on consulte une page, est-ce que c'est plutôt 4,61 grammes, 3,58 grammes de CO2, 2,15 grammes de CO2 ou 6 grammes de CO2 en moyenne? Soit En étant sachant passant, t'es rude sur celui-ci, hein. Il y a les ah, chiffres qui c'est un sont peu proches, dur. hein. C'est pour rentrer Moi, je vraiment ne dans la saurais pas là, hein. sensibilisation Franchement. du numérique. Parce qu'effectivement, tous les jours, on regarde des centaines de pages quand on va surfer sur Internet, mais on ne se rend pas trop compte de ce que ça peut avoir comme impact parce que notre petit ordinateur ne fume pas noir quand on va sur un site, alors que pourtant, chaque page qu'on voit est effectivement impactante. Et bravo, la réponse était donnée à plus de 41% par les personnes qui sont avec nous aujourd'hui, et c'est effectivement 4,61 grammes en moyenne par page consultée. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 1,9 milliard de sites qui sont en ligne. On est un peu plus de 5 milliards à utiliser quotidiennement Internet. Voilà, je vous laisse faire des petits calculs savants pour imaginer l'impact journalier du web entre du coup l'hébergement, le fait qu'on consulte une page web et bien plus. Petite question liée à l'électronisme. Donc, combien d'individus sont touchés par l'électronisme en France? Par électronisme, on peut parler d'inexpérience du numérique. Donc aujourd'hui, une personne qui ne va pas forcément utiliser le numérique pour se simplifier la vie. Aujourd'hui, on a quand même des leviers très positifs avec le numérique, hein. Ça nous a facilité la tâche pour beaucoup de choses. Mais il y a plusieurs millions de personnes qui ont des freins avec le numérique, qui ont peur d'utiliser un site internet, qui ne vont pas au bout des démarches. Et je vous pose la question de combien de personnes, d'après vous,
sont freinés par cette inexpérience du numérique. C'est le 6 qui est en tête. Eh bien, non. C'est 14 millions de personnes. Donc, c'est 17% de la population qui sont touchés par l'électronisme. Donc, on va forcément avoir des compiles aussi avec les personnes qui ont des freins matériels, hein. Une personne qui n'est pas équipée va forcément aussi être touchée par cette inexpérience. Mais surtout, ce sont des personnes qui n'ont pas forcément grandi avec le numérique. On va penser aux seniors. Et inversement, on a aussi tous nos jeunes qui de plus en plus sont touchés par l'électronisme, puisque effectivement, smartphone au bout du bras, pas de souci pour aller sur un réseau social de noms variés, mais que quand on va demander d'aller écrire un mail, faire une démarche en ligne, rechercher une information, il y aura un taux d'abandon très fort par manque de connaissances liées au numérique. Et donc aujourd'hui, c'est 17% de la population et c'est pas un chiffre qui vont en descendant. Oui, je pourrais faire suivre les sources pour les informations liées. Là, c'est l'INSEE tout simplement, mais je vous redonnerai exactement la source du chiffre. Je la vois passer celle-ci, je réponds. Je ne les vois pas toutes, mais celle-ci, je l'ai vue. Quel est le pourcentage de la population atteinte de troubles 10? Donc, dans 10, on entend les personnes dyslexiques, donc qui vont avoir des difficultés surtout liées à la lecture. Et aujourd'hui, on sait aussi qu'il y a des personnes dysgraphiques, dysorthographiques, dyscalculiques. Et j'en ai oublié un qui ne me revient pas tout de suite. Donc, aujourd'hui, en tout cas, euh, on a un peu plus d'attention sur ce trouble qu'avant on laissait passer. Aujourd'hui, c'est important de savoir que on est, euh, on est nombreux. Dysprasique, merci. Dysphasique aussi, oui, dysphasique. Les participants ne le voient pas, mais c'est Isabelle qui nous siffle dans l'oreillette. Merci Qui nous Isabelle. a soufflé, merci Isabelle. Alors, on va voir, mais en tout cas, les trois quarts des participants sont raccord sur le 6 à 8. Eh bien, c'est exactement ça. Bravo. Donc, c'est à peu près 7 millions de personnes, pardon, donc 6 à 8%. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un trouble qu'on repère beaucoup plus, puisque les enfants sont beaucoup plus repérés et de plus en plus jeunes, et tant mieux, parce que maintenant, on peut vraiment les accompagner sur ce sujet-là. On sait que c'est pas facile au quotidien. C'est en plus un handicap invisible et donc pas facile à traiter et sur lequel on peut, voilà, difficile à avancer, mais il y a des solutions et c'est important de savoir que on peut avancer sur ce sujet-là. Et la dernière question, je crois, oui. D'après vous, depuis quand en France l'accessibilité numérique est obligatoire? Donc, oui, ça l'est, Première ça c'est sûr. information déjà. 91, 2005, 2012, 2019. Donc, juste peut-être pour vous rassurer aujourd'hui, enfin, vous rassurer ou pas, mais en tout cas, aujourd'hui, tous les sites Internet ne sont pas soumis à cette législation. Par contre, ça pousse de plus en plus pour aller vers cette accessibilité numérique euh, réglementaire, et elle est de plus en plus importante. Et la réponse est... euh, on n'a pas la bonne réponse. Elle est obligatoire depuis 2005. Et en fait, l'accessibilité numérique faisait partie de la même réglementation que les obligations d'accessibilité des sites publics aux personnes en situation de handicap en 2005, donc la loi handicap de façon générale. L'accessibilité numérique avait une petite ligne et effectivement 2012, quand même les dates restent importantes. 2012, c'était la première sortie du référentiel général d'amélioration d'accessibilité qui tendait à pousser les sites à respecter ce référentiel. Depuis 2019, du coup, vous pouvez être, enfin, les collectivités et les entreprises de plus de 250 millions d'euros peuvent être pénalisées pour ne pas avoir un site accessible ou ne pas avoir audité son site pour qu'il soit accessible.
Et la dernière petite date de 91, en fait, c'est l'année où le premier site Internet est sorti. Et donc, on est passé de un site en 1991 à 2 milliards en 2024. C'est un chiffre assez important pour qu'effectivement, on puisse dire qu'il était important de pouvoir légiférer autour de l'accessibilité numérique et du coup d'une conception un peu plus universelle pour, euh, pour tous. Voilà pour cette petite sensibilisation qui fait partie intégrante du numérique responsable. Et pour avancer peut-être, avant de répondre aux questions que je vois passer. Oui, les questions pour rappel qui sont à destination de Cyrielle, il faut les poser dans QR, questions et réponses. Sinon, c'est que vous souhaitez discuter entre vous et c'est très bien également, hein. Et on les prendra sur la dernière partie du webinaire. Donc voilà, là on passe un peu de temps sur effectivement cette prise de conscience. Aujourd'hui, on en entend parler tous les jours sur les transformations numériques. Ça bouleverse nos organisations, nos sociétés, notre quotidien personnel aussi. C'est un levier très positif sur beaucoup de choses, mais on doit aujourd'hui mettre en place de nouvelles méthodes pour finalement conserver un usage raisonné et sécurisé, hein. Le numérique responsable intègre aussi cette partie sécurité. Et puis maintenir un impact qu'on va essayer de garder de plus en plus bas pour éviter que le numérique ne vienne trop impacter notre planète. Donc pour ça, effectivement, ça marche pas. Il y a une définition du numérique responsable qui ressort, hein, et qui dit que le numérique responsable est un numérique qui va proposer des solutions soutenables pour la planète, éthiques et inclusives, et que on va aller dans une démarche d'amélioration continue pour réduire l'empreinte écologique, économique et sociale des technologies de l'information et de la communication et des télécommunications également. Et finalement, le numérique responsable est une brique intégrante des politiques RSE qu'on peut mettre en place. Aujourd'hui, on est tous de plus en plus sensibles à la à la transition durable, à la transformation durable, à la RSE. Et finalement, le numérique responsable reste encore une petite brique alors qu'elle prend de plus en plus de place dans les réflexions. Et finalement, à nous d'impulser ces informations-là et de pouvoir avoir des choses à mener au quotidien pour que nos structures aillent vers ce numérique responsable et donc des solutions plus soutenables pour tous. Cyrielle, Donc, est-ce que tu veux nous partager ton support, peut-être? vous le voyez plus là? Depuis le début, on ne le voit pas. Ah, il Donc, fallait c'était me le pas dire. gênant pour la partie quiz parce que les participants avaient les sondages sous les yeux, mais là, je pense que ça va aider comme je Pardon. sais que tu as préparé ça, profitons-en. Et oui, tout à fait. Excusez-moi. Non, Du non, il n'y coup, a pas de vous souci. avez loupé toutes mes belles images tout à l'heure. Mais là, c'est parfait, merci. Merci beaucoup. Donc, effectivement, voilà, on voit bien le schéma de la RSE avec l'environnement économique et sociétal, important pour le numérique responsable. Et pour les impacts du numérique, donc aujourd'hui, on sait que le numérique sert à nous informer, communiquer, travailler, consommer, nous divertir. Enfin, on l'utilise de plus en plus. Et finalement, cet impact, même si aujourd'hui on a des équipements qui sont de plus en plus efficients, il faut qu'on puisse limiter cet impact. Et pour ça, rien de tel que continuer la sensibilisation. Aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, hein, nos ordinateurs ne fument pas noir et pourtant c'est eux qui ont l'impact le plus important dans l'impact de sobriété puisque 80% de et environnemental du numérique est lié à la conception et à la construction et à la fabrication du matériel, puisqu'aujourd'hui, je vous ai dit tout à l'heure, 200 kilos de matière première pour un smartphone, pour un ordinateur, c'est à peu près 800 kilos, 1,5 tonnes de litres d'eau, du combustible, des produits chimiques. Tout ça fait que forcément, sachant qu'en France, en moyenne, se vendent par an plus de 3 millions d'ordinateurs, qu'il y a un renouvellement très important, et tout ça a démultiplié, comme je vous le disais tout à l'heure, par 5 milliards d'utilisateurs. Ça a forcément un très fort impact
sur l'environnement que la fabrication du numérique, de tout ce qui va être euh, éléments connectés, éléments numériques et qui va inclure finalement toutes ces matières premières. Le second poste d'impact, c'est l'utilisation. 15% pour tout ce qui va être lié à l'utilisation du réseau. Donc, on a l'utilisation sur les terminaux, on a toute la partie infrastructure, les antennes, les réseaux fibres, etc. Et puis, toute la partie serveur. Vous savez qu'aujourd'hui, les data centers, on a eu l'impression, les data centers sont toujours des points névralgiques sur la partie chaleur perdue et autres. Ils ont fait énormément de progrès sur la réduction de leur impact. Pour autant, ils sont encore présents et on doit continuer sur cette partie à réduire l'impact. Et enfin, la partie destruction. Aujourd'hui, c'est près de 57 millions de tonnes de déchets électroniques qui sont traités, qui sont jetés, et on est à 10% de traitement seulement, je crois. Et seulement 20% comme je disais tout à l'heure, 20 sur 70 métaux qui sont dans un téléphone vont être recyclables. Donc on a encore un gros enjeu de traitement à faire pour pouvoir améliorer cette partie d'impact de sobriété liée au matériel. Et effectivement, aujourd'hui, on a toujours l'impression que le numérique est immatériel, mais l'impact ne l'est pas en tout cas, et il faut vraiment prendre cette sensibilisation pour faire le tri dans l'utilisation, pour vraiment se focaliser sur les priorités, les actions à mener pour réduire notre empreinte. Les deuxièmes forts impacts du numérique sur tout ce qui est économique et social, ce sont forcément les conditions de travail. On en parlait tout à l'heure, 70 matériaux rares, extraits de mines qui sont généralement situés dans des pays où le travail des enfants n'est pas forcément interdit, où le travail est pas forcément voilà, bien traité en tout cas. Donc il y a des forts besoins d'amélioration dans les conditions de travail pour la conception et la fabrication du matériel numérique. Euh, on a tout ce qui est lié à la localisation de la R&D, de la fabrication. On sait que voilà, la R&D va plutôt être dans les pays occidentaux, pardon, fabriqués dans les pays orientaux. On a forcément des trajets un peu à droite à gauche, donc de l'impact. La gestion et la protection des données. Voilà, aujourd'hui, la cybersécurité, on sait que c'est un très fort et un très gros sujet. Comment gérer niveau France, niveau Europe et niveau monde, toute cette gestion de données, on sait à quel point c'est compliqué. Et les cyberattaques aujourd'hui sont de plus en plus nombreuses. Donc il y a vraiment un fort enjeu à traiter la protection et à gérer les données. La transformation et l'organisation du travail au quotidien, puisque voilà, on a mis en place du télétravail, on a mis en place des simplifications et de la dématérialisation. On est en pleine période des impôts, par exemple. Comment finalement cette transformation se gère au quotidien, l'apparition des plateformes, et puis aussi la partie inclusion numérique, comme on le disait tout à l'heure, hein, avec toutes les difficultés qu'on peut rencontrer face au numérique, comment finalement gérer cet impact au quotidien vis-à-vis des personnes qui sont les plus éloignées du numérique, et puis pour celles qui sont touchées par les divers freins qu'on peut avoir entre le fait qu'on soit à la campagne, dans une ville ou autre, de façon globale. Donc ça, ce sont vraiment les impacts qu'on va retrouver sur ces points liés au numérique responsable. Les enjeux, forcément, face à l'augmentation finalement effrénée du numérique, il faut qu'on puisse avancer, et le numérique responsable permet finalement d'aller vers euh, ce, ce numérique qu'on attend en ayant des nouveaux indicateurs pour permettre d'évaluer la responsabilité numérique des entreprises dans les déclarations qui se veulent extra-financières. Et donc, on va mesurer finalement les impacts du numérique, parce qu'il est essentiel de favoriser aujourd'hui les analyses
tout ce qui est multifactoriel lié aux indicateurs. On va sensibiliser aux impacts de plus en plus pour prendre conscience et mesurer. Aujourd'hui, il existe différentes journées importantes dans l'année avec des challenges numériques. Et puis au niveau monde, on a un Cyber World Cleanup Day en mars généralement qui permet de sensibiliser les salariés, les entreprises, les associations, les collectivités à à réduire leur impact et à faire le tri. On va aussi pouvoir faire du numérique un levier d'innovation, d'engagement et pouvoir intégrer toutes les réflexions liées à l'inclusion, à l'intégration du numérique dans aussi tout ce qui est dialogue social et bien plus. Et dans la démarche RSE, pardon. On va aussi généraliser les bonnes pratiques en partageant les bonnes pratiques. Vous êtes au bon endroit aujourd'hui et utiliser finalement s'il y a de différentes chartes qui existent pour avancer, entre autres la charte de l'INR, Institut numérique du responsable, qui permet d'avoir les bonnes pratiques et de suivre les bonnes pratiques pour aller vers le numérique responsable. Donc ça, c'est plutôt lié aux enjeux de gouvernance. Ensuite, on a toute une partie liée aux enjeux de sobriété. Donc, la sobriété numérique, aujourd'hui, c'est une démarche qui consiste à concevoir des services numériques plus sobres et à modérer ses usages quotidiens. Donc, le concept finalement de la sobriété numérique ne cherche pas à lutter contre l'innovation technologique, mais bien à trouver finalement le juste milieu pour faire qu'on trouve le bon point pour avoir un monde avec une technologie sans que celui-ci ne contraigne trop ni la planète ni nous utilisateurs. Et donc, on doit vraiment se focaliser sur les priorités et donc tout ce qui est action d'évitement et de réduction et de réduire au maximum tout ce qui est effet rebond. Aujourd'hui, un effet rebond, c'est un effet on va concevoir un outil digital qui finalement, dans son utilisation, va créer beaucoup plus de problématiques derrière que ce qu'on avait imaginé. Et donc, c'est vraiment à étudier en amont avec ce qu'on appelle l'analyse du cycle de vie. Et c'est comme ça qu'on rentre dans l'éco-conception. Et donc, pour permettre à chacun de développer des usages numériques, il y a des petites logiques de sobriété, du bon sens en fait, comme on appelle, qui s'appellent par exemple là les 5 R que vous pouvez voir, qui c'est est-ce que refuser, réduire, réemployer, recycler, c'est les questions à se poser à chaque fois qu'on veut s'engager à l'utilisation d'un nouveau matériel. Est-ce que j'ai besoin d'acheter ce nouveau téléphone alors que le mien fonctionne encore? Est-ce que j'ai besoin d'avoir deux téléphones alors qu'il y a moyen de pouvoir gérer mon pro et mon perso sur un seul? Est-ce que je peux permettre à mon téléphone de vivre une seconde vie dans l'entreprise? Et est-ce que je peux le recycler le réutiliser? Donc, c'est dans cet engagement qu'on doit aller aussi sur la partie enjeu sobriété, mais ça pas forcément que sur le numérique, c'est de façon globale dans le quotidien sur tout ce qui est euh, dans toutes nos réflexions engagées. Je crois que j'ai à peu près tout dit. Donc vraiment essayer au maximum, voilà, éviter le renouvellement rapide des équipements, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui pêche le plus, vu que c'est la fabrication qui a le plus d'impact. Si on fait juste un petit zoom sur la partie web, donc l'empreinte numérique l'impact carbone du web aujourd'hui est équivalent au trafic aérien mondial. Ça double de façon régulière. Là, d'ici, on avait mis 2025, mais je crois que ça sera 2025-2026, on sera équivalent au trafic automobile mondial au niveau de l'impact. Donc on nous tape un peu sur les doigts quand on prend l'avion ou la voiture, mais finalement, on ne nous dit pas trop attention, n'utilisez pas trop votre ordinateur, enfin, en tout cas, utilisez-le, mais de façon euh, réfléchie, pour que cet impact soit le plus limité possible. Et sur la partie vraiment web, comment faire de son utilisation, de son site internet, quelque chose de plus vertueux, eh bien, c'est de réfléchir son site
dès la conception avec une réflexion d'éco-conception, en choisissant les éléments qu'on va mettre sur son site internet pour faire baisser la moyenne globale du poids d'une page. Choisir un hébergeur, on va dire vert, qui va en tout cas utiliser une énergie renouvelable. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est 25% de l'impact de l'utilisation est lié à son hébergeur. Donc plus on va utiliser des hébergeurs qui vont limiter leur impact, mieux ce sera. Et puis enfin, bah, c'est bien de mettre des actions en place. L'idéal, c'est de pouvoir aussi se dire bah, qu'est-ce que ça apporte pour moi. Bah, c'est de pouvoir le mesurer et d'avoir encore des conseils pour pouvoir réduire l'impact de votre site. Et ça, c'est aussi le métier de l'ISIO et de notre produit Web for Evergreen. Donc, c'est vraiment cet ensemble qui va vous permettre de pouvoir commencer aussi à agir sur le site Internet qui est aujourd'hui pas forcément regardé sur l'impact numérique. Ensuite, on a toute la partie des enjeux de l'inclusion et de l'accessibilité. Bah, aujourd'hui, voilà, savoir utiliser une ressource numérique courante, c'est devenu indispensable, hein, presque aussi indispensable que de savoir lire ou écrire. Et pourtant, on sait à quel point les freins peuvent être difficiles et à combler, puisque bah, on l'a vu tout à l'heure, hein, près d'une personne sur deux, enfin une personne sur quatre est en une expérience du numérique et a des difficultés à avoir accès, ne serait-ce qu'à du matériel. Donc, il est important de pouvoir combler cette fracture numérique. Et je sais que de nombreuses associations portent ce sujet et de pouvoir finalement accompagner et encourager la transformation inclusive en embarquant tout le monde, quel que soit son âge, quelle que soit sa connaissance, quelle que soit sa culture, sa langue. C'est important de pouvoir aujourd'hui permettre à tous, puisque c'est de là que vient la culture aujourd'hui, enfin, l'éducation, l'information. On va pouvoir tout aller chercher sur Internet. Encore faut-il pouvoir y avoir accès. Donc, on doit vraiment pouvoir prendre en compte cette accessibilité. Là aussi, dès la conception de l'outil, hein, que ce soit une application, un logiciel, l'accessibilité, c'est vraiment pouvoir permettre à chacun d'avoir accès à l'information, de pouvoir l'utiliser. Aujourd'hui, c'est près de 12 millions de personnes qui sont en situation de handicap en France. Et quand on va plus loin, c'est aussi les seniors, c'est les personnes qui vivent dans des zones à faible débit réseau. Et là, il faut pouvoir leur permettre d'avoir un accès à l'information. On en a parlé rapidement, il y a la partie, pour la partie site internet, applications et logiciels. Aujourd'hui, il y a le référentiel général d'amélioration d'accessibilité qui existe. Il faut pouvoir concevoir son site ou son logiciel en s'appuyant sur ce référentiel afin de permettre à chacun de pouvoir l'utiliser, quel que soit son matériel d'assistance. Si je suis une personne non-voyante, comment je vais pouvoir avoir accès à l'information avec mon lecteur Braille, par exemple, avoir du contenu facile à lire et à comprendre pour pouvoir s'adresser au maximum de personnes ou en langage clair, là encore, pour pouvoir permettre à tout le monde de pouvoir, bah, ne serait-ce que remplir un formulaire compréhensible. Et puis enfin, pouvoir permettre de l'adaptation du web en fonction des besoins spécifiques de chaque utilisateur. On en parlait tout à l'heure. Si je suis dyslexique, je sais que j'ai un problème de compréhension. Je peux avoir une police d'écriture qui peut être plus adaptée. Je sais que j'ai besoin d'avoir des espaces entre les mots pour pouvoir faciliter la lecture. Et là, il y a des outils d'adaptation, bah, comme Lisio aussi, avec son outil Lisio Web Engagé, qui va permettre d'adapter le contenu aux besoins de l'utilisateur. Donc tout ça fait que je parle, mais il y a un moment, qu'est-ce qu'on peut faire pour agir à son échelle en fonction bah, de son métier, en fonction de ses engagements. Et donc le numérique responsable passe par des éco-gestes qui sont parfois plus ou moins faciles à mettre en place. Et bah, le premier conseil qu'on peut donner, c'est d'allonger la durée de vie du matériel. Je sais que sur la partie, dans les associations, vous êtes plutôt déjà très engagé sur ce sujet-là. Et donc, c'est de faire le nécessaire pour limiter le nombre d'équipements aux besoins de l'utilisateur. Comme je disais tout à l'heure, est-ce qu'on peut mutualiser un usage pro et un usage perso pour éviter d'avoir deux téléphones? Passer par la réparation. Aujourd'hui, de plus en plus, le matériel est labellisé avec des possibilités de réparation, avec des notes de réparation. Donc, c'est important de pouvoir aussi
faire ses choix en fonction là pour faire durer le matériel. Utiliser du matériel reconditionné ou en location, là encore, pour bah, limiter finalement un achat de matériel trop régulier. Et finalement, on voit que si on prolonge la durée de vie de son ordinateur portable de 2 ans à 5 ans, on va réduire son taux d'émission annuel de gaz de 37% de gaz à effet de serre. Donc tout ça, c'est vraiment, c'est pas inutile pour la planète. En plus, c'est pas inutile pour le portefeuille non plus. Faut pas non plus le négliger. Si on achète du matériel tous les 5 ans, forcément, ça sera plus intéressant. Et si on a besoin d'avoir un matériel récent de par son métier, forcément, quand on est, je sais pas, développeur, on a besoin d'avoir un matériel qui répond plutôt vite. Peut-être que notre PC qui a 2 3 ans, on va pouvoir le faire passer en interne à une personne qui a besoin de moins de puissance pour son travail quotidien. Et c'est comme ça aussi qu'on peut faire durer son matériel dans l'entreprise. Ensuite, on a, là c'est plutôt dans les personnes qui vont concevoir des services. On va essayer de choisir justement de développer les logiciels, les applications, et donc de choisir aussi des sites moins gourmands en ressources, en favorisant là aussi l'allongement du durée de vie d'un matériel, puisque quand on a des logiciels qui ont des mises à jour trop régulières, des fois c'est le logiciel qui va demander à changer le matériel. L'objectif, c'est de aussi concevoir et de choisir des logiciels qui vont permettre à votre matériel de durer plus longtemps, de pouvoir aussi être accessible, et puis en intégrant toute la partie sécurité, respect de la vie privée avec la RGPD, l'accessibilité et du coup l'expérience utilisateur, et puis quand c'est possible, passer par l'ouverture des données et des codes sources pour que chacun puisse l'utiliser à bon escient et de façon plus importante. Donc là aussi, c'est un choix qu'on doit se questionner, en tout cas en amont de choisir un outil, pour se dire est-ce que finalement je choisis plutôt tel applicatif ou tel applicatif. On fait en fonction de ses besoins, bien évidemment, et on pose ses besoins pour pouvoir aller et tendre vers les logiciels les plus éco-conçus. Ensuite, quelque chose de peut-être un peu plus simple aussi à gérer, c'est la gestion de l'énergie. Préférer l'extinction du matériel plutôt que de le laisser en veille. Voilà, on peut installer une multiprise avec un bouton électrique, un bouton qui éteint la multiprise. Hop, du coup, on va éteindre beaucoup plus rapidement son matériel et on va tout éteindre. Éteindre les écrans qui ne sont pas utilisés, maîtriser aussi la mise en veille. Ça fait quand même quelques aussi économies quand on revient, quand on part et qu'on revient à son poste. Adapter la luminosité des écrans pour moins consommer. Et enfin, opter pour aussi un fournisseur d'énergie verte. En quelques mots, euh, du coup, Pôle emploi, donc il y a quelques années, on est plutôt en 2018, ils ont imposé à leurs 63 000 collaborateurs d'éteindre leur ordinateur en partant le soir, et ça leur a généré 1 million d'euros d'économie. C'est pas négligeable d'éteindre son ordinateur pour la nuit. Pensez-y de façon régulière, voire tous les jours, c'est encore mieux, pour que finalement la facture d'électricité soit aussi moins importante à notre échelle. Là aussi, quand on est 10, c'est forcément moins important que 63 000 collaborateurs, mais pour autant, chaque pas est important dans le numérique responsable. On peut aussi limiter les flux de données. Pour info, une recherche faite sur Google, c'est environ 2 grammes de CO2. C'est environ 180 millions de recherches toutes les heures sur Google. Donc, plus on va limiter et optimisation de sa navigation Internet, plus on fera aussi tous des efforts dans le même sens pour limiter son impact. Donc là, le plus simple, c'est d'utiliser son historique, utiliser les favoris ou la recherche avancée pour éviter de rechercher toujours les mêmes éléments sur Internet. Quand c'est le cas, souvent, on recherche souvent la même chose quand on regarde un peu dans le détail. Réduire toute la partie des volumes, tout ce qui est volume stocké, prioriser l'archivage hors ligne, en plus pour la partie sécurité, si selon la structure, c'est parfois plus intéressant.
Surtout supprimer les versions obsolètes. On travaille tous un peu avec une version 1, une version 2, une version 3, une version 13, 14, 15. Finalement, quand on est à la 15, est-ce que ça vaut le coup d'avoir encore au cas où la version 1 ou 2? Je suis pas très sûre, donc c'est bien de pouvoir faire le tri aussi et de se dire, bah, ok, je garde que les 5 dernières versions. On ne reviendra pas de toute façon pas en amont plus tard. Faire le tri dans les images, faire le tri dans tout ce qui va être stocké. Et c'est d'ailleurs le cœur du World Cleanup Day qui se fait au mois de mars et qui permet de faire un tri important sur ces données, que ce soit ces photos, ces mails et autres. Et limiter et compresser les données échangées. Là aussi, lorsqu'on envoie de l'information en ligne, plus on va limiter, plus on va compresser les données échangées, mieux ce sera, puisque bah, finalement, si on imagine comme dans le transport, hein, si on envoie, euh, c'est souvent le sujet de se dire, bah, j'envoie des bouteilles d'eau un peu partout, bah, ouais, du coup, j'ai un volume incompressible sur un camion de 44 tonnes. Et comment faire pour limiter finalement cet impact? Ben, ça marche pas trop pour l'eau, mais on va dire pour les produits ménagers dans lesquels il y a de l'eau, on va dire bah, ok, on va aller plutôt les vendre en poudre. Et là, du coup, on va beaucoup réduire et on va pouvoir finalement faire le nécessaire pour avancer sur cette compression et réduire l'impact. Je peux pas m'empêcher de glisser que c'est vrai que l'eau en poudre, ça Non, fonctionne pas moins l'eau, mais bien comme les exemple. produits Ouais. ménagers. Je suis désolée, ça va. Ils inventeront peut-être Parti ça trop un vite. jour, hein, on sait jamais. Mais je crois que ça commence à exister, l'eau en poudre, hein. Mais ça promet. En tout cas, il faut déposer le brevet tout de suite. Il y a un truc, il y a un truc là. Et ensuite, organiser son travail, créer des circuits courts pour les accès aux documents. Aujourd'hui, on travaille beaucoup sur des drives et des dossiers partagés, donc moins on clique et plus voilà, c'est rapide aussi. Et on fait de l'optimisation dans tous les sens. On optimise ses impressions, hein, malgré tout, on on revient pas au papier avec le numérique responsable. On reste responsable aussi dans ses impressions parce que bah, on ne va pas consommer plus de papier que nécessaire. Mais ça fait partie aussi de ces bonnes pratiques du numérique et de son organisation de travail. On a ensuite toute la partie communication. Aujourd'hui, pour faire pareil, pour limiter l'impact, on limite le nombre de messages et de destinataires. J'aime bien, là, alors je ne vais pas me tromper d'image, je vais plutôt dire, bah, il y a quelques années, quand on devait envoyer des informations lourdes, on faisait une lettre et on mettait tout dans une enveloppe et on l'envoyait. On l'envoyait probablement que à la personne à qui il s'était destiné. On ne s'amusait pas à mettre 10 enveloppes pour envoyer 10 courriers similaires en disant je te mets en copie, je te mets en copie, parce que bah, ça coûtait cher en papier, ça coûtait cher en timbre, ça coûtait cher. Bah, finalement, c'est pareil pour les mails. C'est pas parce que c'est un peu plus virtuel que il y a vraiment une utilité à l'envoyer à 15 personnes, surtout quand c'est une pièce jointe de 10 ou 15 mégas. Ça a un trop fort impact sur l'environnement. Donc, mieux vaut bah, limiter. Là encore, bah, soit on compresse, on essaye de passer par des, des plateformes qui peuvent envoyer et supprimer les données pour éviter que ça reste dans nos emails, parce que c'est ça aussi, hein, c'est le stockage. Souvent, on reçoit une pièce jointe, on la range, elle reste dans ses emails pendant des années, alors qu'on la regardera probablement jamais. Et donc, tout ça, ça a un impact dans le stockage, ça a un impact sur le matériel, ça ralentit le matériel. Enfin, c'est toute une chaîne qui fait qu'il y a là aussi un vrai tri à faire. Donc on peut envoyer plutôt des liens. Préférez aussi une signature sobre dans vos mails, là aussi. Ou moi, la pratique que j'ai mise, c'est que quand j'envoie le premier mail, j'ai une signature standard, pas trop lourde, mais j'ai une signature avec mon nom, mon prénom, la taille de mon entreprise et que c'est mon logo. Par contre, quand je réponds à un mail, j'ai juste mon nom, mon prénom, mon numéro de téléphone, sans logo, sans lien et autres, ce qui fait que ma signature est beaucoup plus légère. Parce que généralement, quand je réponds, la personne, ça veut dire qu'elle me connaît. Euh, on conserve que les messages importants et puis on évite aussi tout ce qui est smiley et hashtag en milieu de phrase. Donc ça, c'est un petit conseil aussi pour les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce qu'une personne qui a des difficultés ou qui utilise un outil d'assistance, une personne non-voyante, bah, finalement, elle, quand elle a un emoji en plein milieu de phrase,
ça lui dit éviter les emojis bonhomme clin d'œil et les hashtags en plein milieu de phrase. Bah, c'est pas forcément évident pour comprendre la phrase. Le conseil, c'est plutôt de mettre l'emoji à la fin pour que ce soit plus compréhensible dans l'écoute, surtout pour tous. On peut organiser aussi du téléphone, des échanges sans forcément de la visio quand on est sur des supports écrits. Et là encore, la visio reste hyper importante et intéressante en fonction des personnes qui sont euh, dans la pièce virtuelle. C'est bien que la personne qui parle puisse avoir sa caméra pour que vous puissiez aussi percevoir les émotions. Une personne qui peut avoir des difficultés puisse lire sur les lèvres. Pour autant, pas forcément d'intérêt qu'on soit 15 et que finalement que les personnes qui ne parlent pas aient leur visio, puisque ça a un fort impact aussi sur l'environnement que d'utiliser les vidéos, puisqu'aujourd'hui, dans l'impact lié à l'utilisation, la vidéo, c'est à peu près 60% de l'impact de l'utilisation. Alors, il n'y a pas que la visio c'est limite le plus petit, mais tout ce qui est streaming, télé, enfin tout ce qui va être téléchargement et autres, tout ça est le plus fort impact. Netflix fait partie des plus gros pollueurs au niveau de l'impact environnemental, par exemple. Pour votre site web, enfin, mais pour là encore la partie inclusive et accessible, mettez des descriptions à vos images pour que quand on est dans quand on est dans une zone à faible débit réseau et que l'image ne se télécharge pas, on puisse avoir l'information de ce que vous souhaitiez faire passer. N'hésitez pas à utiliser des langages clairs et faciles à lire à comprendre en fonction de l'information que vous souhaitez faire passer. Éviter les textes sur les images pour une question de contraste et pour une question de facilité de lecture pour les personnes justement 10 ou ayant une démêla ou autre. Limiter les interactions dynamiques pour les personnes qui sont épileptiques, par exemple. C'est très gênant et pas forcément facile, et puis pas facile non plus pour tout ce qui est outils d'assistance. Contraster au maximum les écrits et les visuels. Utiliser une police accessible, donc il y en a plusieurs. Les plus connus sont Verdana, Calibri, Arial, et forcément aussi des tailles adaptées pour être le plus accessible. Et puis, une action également complémentaire, vous pouvez aller plus loin pour rendre votre site internet, intranet, plus inclusif et plus éco-responsable avec un outil comme Lisio qui va permettre d'afficher le site, de le traduire, de l'afficher sur mesure, de le traduire, d'avoir une lecteur vocale, un confort de navigation et autres. Je vous invite à le tester sur le site de Solidatech pour que chacun puisse avoir un accès à l'information, quel que soit son niveau au niveau du numérique et quel que soit son besoin euh, au niveau de l'informatique. Voilà, donc le numérique responsable, c'est quatre approches fondamentales, une économie circulaire, une éco-conception, une inclusion numérique, une accessibilité numérique. C'est des piliers forts sur lesquels il faut vraiment se sensibiliser. Voilà, vous avez fait le premier pas aujourd'hui. Il y a des belles actions à mettre en place. On est à votre disposition si vous avez des questions sur le sujet. Il y a énormément de sources aussi pour continuer la sensibilisation que j'ai mis à la fin justement du document que vous retrouverez sur le centre de ressources Solidatech euh, et qui vous permettront d'avancer sur ces réflexions, ces bonnes pratiques. Et puis la dernière question que je souhaitais vous poser, c'est finalement qu'est-ce que vous allez mettre en place chez vous? Je vous laisse prendre quelques notes pour dès demain pouvoir avancer sur ce sujet du numérique responsable. Je vous remercie. Je reste à votre disposition pour les questions. Je crois que je suis à peu près dans le tempo. Presque, on se permettra de dépasser de 5 minutes Bon, ça va. pour prendre les questions. Super, merci beaucoup Cyrielle et je confirme que avec toutes les pistes que tu viens de donner là sur la deuxième partie de ta présentation, ce ne sont pas les idées qui manquent, qui devraient manquer parmi notre auditoire pour passer à l'action, même avec voilà, sans forcément tout remettre en question d'emblée, mais avec des Petit à petites petit, idées chaque pas compte. pratico-pratiques justement, ça c'est super. Avant de passer aux questions aussi, j'en profite pour compléter ce que tu disais sur le fait de tester l'ISIO sur notre site internet Solidatech. C'est en effet, si tu ne l'avais pas dit, je l'aurais dit, c'est une très bonne idée.
Et soit dit en passant, nous, c'est une initiative qu'on a mise en place avec Cyrielle sur notre site web, alors que en toute transparence, on n'avait pas particulièrement de remontée de nos utilisateurs, de nos bénéficiaires, des associations, etc., sur le fait que ça posait problème, qu'il n'y ait pas un outil ou de ce type. Et pourtant, alors qu'on a beaucoup de trafic sur notre site et qu'on n'avait pas de retour, et ben en fait, chaque mois, c'est des milliers de pages vues qui sont vues sur notre site en utilisant cet outil d'accessibilité. Donc, définitivement, ça prouve son intérêt que votre cible soit particulièrement censée être en difficulté ou pas. Avec le quiz de Cyril en intro, on a vu que de toute façon, en réalité, il fallait pas être naïf, ça concernait tout un chacun. Donc c'est vraiment, on sent que c'est apprécié aussi, nous, du côté de nos assos, donc c'est assez satisfaisant de ce point de vue-là. Eh bien, écoute, on va passer sans transition aux questions pour avoir le temps de toutes les traiter. Comme je disais d'avance, enfin, si vous devez nous quitter à 30 piles, on comprendra bien évidemment, hein, mais on se permettra de dépasser de quelques minutes pour prendre toutes vos questions. La première étant d'Anne-Sophie et qui demande, Cyrielle, auprès de quel organisme peut-on faire un audit de nos sites Internet? Alors, plusieurs réponses. Donc, l'ISIO réalise des audits si vous le souhaitez. Ça, c'est la première. Ben, c'est clair. Pourquoi aller chercher plus loin? Voilà. Donc ensuite, il y a aussi la possibilité, selon les besoins, de pouvoir s'auto-auditer. Il existe aussi, aujourd'hui, il n'y a pas d'obligation de sous-traiter cet audit. Bon, il faut quelques connaissances techniques, mais il y a un kit d'audit qui existe sur le site accessibilité.gouv.num, non, .num comme .gouv, pardon, mais pareil, je vous redonnerai le lien Ouais. qui vous permet en fait de pouvoir auto-auditer votre site et savoir où vous en êtes sur les 106 critères de l'accessibilité. Intéressant, ça marche. Merci. Euh, Anne posait la question au moment où tu abordais le sujet des hébergeurs de sites web plus ou moins écologiques. Si on pouvait donner des exemples d'hébergeurs verts, j'avoue que j'en connais un, mais je pense que tu en connais plus que moi. Donc, je te laisse Tu démarrer. connais lequel? Je connais Data Campus qu'on a à Prestatec de notre côté et qu'on utilise pour le site des ateliers du bocage. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce point, sur la partie. Après, l'avantage en plus, c'est que. Alors, après, il y a plusieurs points à choisir quand on choisit un hébergeur. Ça dépend de ses besoins au niveau sécurité, ça a besoin de ses envies sur la partie localité, puisque Data Campus est aussi l'avantage d'être un peu au centre de la France. Euh, donc, il y a pas mal de questions à se poser en amont, mais après, généralement en local, vous trouverez des opérateurs qui sont plutôt engagés. Après, de façon plus connue, en Europe, on va avoir en Suisse Infomaniac, qui est vraiment le plus engagé sur ce sujet-là. Et après, il y en a, enfin, je vais pas vraiment citer de nom parce que dans chaque département, limite, alors j'en ai pas un dans chaque département, mais en fonction de l'endroit, je pourrais vous en donner un peu plus. Ça marche. Euh, Nous avons également une question d'Isabelle qui demande si on est d'accord sur le fait que les likes et les commentaires sur les réseaux sociaux polluent énormément. Alors, énormément, ça pollue. Je vais pas dire le contraire. De toute façon, dès qu'on est sur Internet, dès qu'on est sur un navigateur et dès qu'on a de la consultation, ça pollue. Là encore, tout est à choisir à bon escient. L'objectif, ça reste de communiquer. Donc, on ne peut pas s'interdire de tout faire, sinon on éteint son ordinateur et on arrête tout. Par contre, le faire à bon escient et ne pas liker outre mesure, voilà, c'est aussi un point important. Mais c'est pas, du coup, si tout le monde se mettait à liker plutôt que de regarder des vidéos ou comme je disais, de faire des recherches euh, à fond sur Google ou d'envoyer des mails avec des pièces jointes, C'est pas voilà. le pire. Le like est vraiment tout petit. Le commentaire aussi, par rapport à tout le reste. Sauf si on met que des commentaires avec des gifs. Là, par contre, à force, ça serait pas terrible. Oui.
Oui, c'est vrai. Et ben, un peu dans la même idée sur l'impact d'un usage précis, il y a André qui se posait la question de l'impact, alors l'impact numérique, mais je pense, ouais, dans le sens plutôt, je pense impact écologique de ce webinaire-ci, par exemple. Alors, il faudra que, en fonction du temps, en fait, c'est toujours une question de temps. L'avantage, c'est que En là, on gros, ça est. serait mettons, si on partait sur 60, j'allais dire 60 heures. Non, on va se quitter avant, hein. 1 heure, une bonne soixantaine de participants. Euh, Bah, en fait, techniquement, c'est beaucoup moins, dans la pratique, hein, ce sera beaucoup moins impactant que si on avait dû tous se retrouver à un endroit, que tout le monde aurait dû prendre sa voiture, le train, ou si tout le monde avait pu venir en vélo. Bon, voilà. Mais si tout le monde avait dû prendre un peu sa voiture, un peu son train, etc., bah, l'impact est, je pense, moindre sur la vidéo. En plus, on n'a été que deux à mettre C'est ça. C'est notre ça parce que caméra. Donc, j'ai pas le bilan en tête parce que là, j'ai pas le chiffre, mais il y a un petit impact, certes, mais qui est probablement quand même au moins 50 fois moins important que si on avait dû tous se déplacer à un endroit et qui reste bah, du coup 60 fois moins important que si on avait dû tous allumer nos caméras. oui, Donc, voilà. Parce qu'en fait, on est moi, plutôt assez je vertueux. On n'est pas voyais. parfait, mais on est plutôt vertueux. On a de l'information à faire passer. Là encore, on fait le choix d'être présent. C'est ça, et je trouve, enfin, ce que je trouvais en ligne, l'information moyenne, on va dire que c'était 1 gramme par Mm. minute, 1 gramme de CO2 par minute et par participant, mais ça, c'est pour les visioconférences où du coup, Oui. chacun partage sa vidéo. Donc, c'est vrai qu'un format webinaire comme ça est proportionnellement beaucoup plus léger. Et après, comme on va être en stockage et que on va pas vous envoyer de la vidéo à tous, et ça sera un lien sur lequel vous Ouais. irez, on sera beaucoup moins impactant que si on avait envoyé la vidéo qui va Oui. faire, j'imagine, à peu près 400 mégas à tous. Là, en fait, du coup, on va réduire aussi l'impact sur ce point-là. On a une question de Teddy qui nous demande s'il est possible pour une association de bénéficier d'un prix préférentiel de la part de l'ISIO en passant par Solidatech. On Oui, avait communiqué là-dessus, mais il y a un moment déjà, donc c'est vrai oui, qu'on peut peut-être rappeler refaire. les conditions. Ouais. On a effectivement des conditions préférentielles pour les associations qui sont déjà d'une remise à hauteur de la TVA. Et surtout, vous avez des mois offerts grâce à votre enfin, grâce au lien que vous aviez avec Solidatech. Je Après, crois que n'hésitez pas à me recontacter c'est deux sur le mois. sujet. 2 mois par. Oui, Enfin, c'est ça. c'est ça, hein. J'avais un doute, mais... Très bien. Une question de la part d'Isabelle. On prend les deux dernières questions et puis on va terminer comme ça, presque à l'heure. Question d'Isabelle qui parlait du moteur de recherche Ecosia et qui Oui. disait, bon, ok, Ecosia plante des arbres, mais est-ce que pour autant c'est moins polluant que d'autres moteurs de recherche? Alors, ils sont moins polluants par la contribution, ils sont pas moins polluants par l'utilisation. Oui. C'est la Euh, compensation, quoi, en gros, c'est ça? Voilà, c'est juste que comme ils ont une contribution carbone, forcément, ils ont un impact moindre. Donc oui, c'est intéressant de passer par Ecosia ou par Lilo, Mm. voilà, qui sont tous les deux européens en plus. Donc là aussi, c'est aussi un choix dans le numérique responsable de se dire, j'utilise des outils qui sont plutôt européens, français, plutôt que d'utiliser des outils qui vont être mondiaux. Après, on sait que les résultats ne sont pas les mêmes. Donc, c'est aussi pas forcément facile au quotidien d'utiliser toujours Ecosia ou toujours Lilo. Mais on sait que voilà, ils ont ces engagements. Euh, Là encore, on est sur toujours des grandes questions sur je replante des arbres, est-ce que c'est bien ou est-ce que oui, moi je trouve que c'est plutôt vertueux si c'est fait dans les bonnes valeurs. Donc oui, ils ont moins d'impact, mais la recherche reste similaire. Le poids de la recherche reste similaire parce qu'elle passe par des serveurs, quoi qu'il en soit. Très bien, merci, merci beaucoup, y compris de la part d'Isabelle en direct là. Et Merci. dernière question de la part de Teddy qui demande, alors c'est pas, à mon avis, ça va être compliqué de faire une réponse très chiffrée, mais quel impact écologique avec l'arrivée de l'IA depuis l'an dernier? Alors, énorme. Ah oui, C'est un très gros sujet qui arrive à grande, grande vitesse. Aujourd'hui, l'impact de l'IA n'est pas bon, aussi bien au niveau bah, de la consommation, c'est surtout la consommation des serveurs, hein, forcément. Euh,
Donc, il y a un très gros travail pour avancer et le faire encore là une fois de façon intelligente avec de l'IA frugale. Euh, il va y avoir en fait là aussi un gros questionnement à faire sur l'utilisation de l'IA. Il faudra pas l'utiliser, enfin, il faut l'utiliser à bon escient, ne pas tout concevoir à base d'IA. Sinon, effectivement, de toute façon, on s'en sortira pas sur l'impact. Et donc, j'ai pas encore toutes les réponses parce que voilà, en un an, on sait déjà que euh, l'impact de l'IA est supérieur à tout ce qu'on avait dû déjà consommer. Donc, c'est assez énorme. Donc, il faut vraiment y aller avec parcimonie sur l'IA pour éviter, du coup, qu'on nous ferme tous les robinets d'un coup. Et nous allons terminer là-dessus. Merci beaucoup, Cyrielle. Je vous ai partagé deux liens dans le chat de la boutique de notre matériel reconditionné par les ateliers du bocage et dans un tout autre genre, la prochaine session du webinaire de fin juin qui sera sur vous accompagner sur vos premiers pas sur LinkedIn. Merci beaucoup, Cyrielle, pour ta présentation, pour toutes les pistes que tu as pu nous donner. Et puis, bah, on ne vous le répétera pas assez. N'hésitez pas à tester l'ISIO sur notre site ou le leur. Mais c'est vrai que si notre site Solidatech, par exemple, vous le connaissez déjà, ça peut être intéressant de voir sur un exemple connu ce que ça peut donner et se mettre un peu à la place. Soit ça va vous rendre service à vous, soit à minima se mettre à la place de futurs bénéficiaires et adhérents de votre côté que ça pourrait intéresser. Voilà. Merci à tous. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser à Lorraine. Elle me reviendra vers moi. Je vous ferai des réponses avec grand plaisir. Tout à fait. Auquel cas, à l'adresse communication@sodiatech.fr, ça sera le chemin le plus rapide. Et sinon, notre adresse habituelle contact, on fera suivre aussi. Merci beaucoup à tous. Passez une bonne après-midi et à bientôt sur un prochain webinaire. Merci beaucoup. À bientôt.